Donc, je suis ravi de vous retrouver. On est déjà assez nombreux, hein, malgré le fait qu'on soit un peu en concurrence avec les universités d'été qui ont lieu à Paris, je crois, dès aujourd'hui. On va parler d'outils d'IA au service de la facture électronique. On va faire ça même en deux temps parce que là, je voulais poser un peu le cadre et ensuite vous faire des démonstrations plus opérationnelles la prochaine fois. Donc, on va avancer un petit peu par étapes, si vous voulez bien. Et donc, écoutez, j'espère que vous rentrez de vacances bronzés, en forme et plein d'envie. Donc, on va attaquer notre sujet. Hein, je vous rappelle toujours que vous avez l'accès sur le site RCA Consulting Xperia de tous les replays et de tous les diaporamas qui ont été déroulés sous vos yeux. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller piocher. Il y a des tas de choses qui sont encore tout à fait valides. Bien évidemment, il y a une telle actualité, une telle vitesse, vous le savez, d'avancement dans l'actualité de l'IA que finalement c'est compliqué de rester toujours à jour. Et en tout cas, tout ce qu'on a pu dire il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois ou plus, effectivement, ça a tendance à vieillir très vite. Mais pour autant, bon, il y a quand même des fondamentaux qui sont toujours dans le coup. Voilà. Au passage aussi, je finis d'écrire et je vais publier un nouveau livre blanc, donc 2 ans après le précédent, un peu plus de 2 ans après le précédent, puisque le premier était sorti en juin 2023. J'avais l'impression à l'époque d'écrire de la science-fiction. Hein, d'ailleurs, en 2023, les cabinets n'étaient pas du tout, du tout, du tout la tête dans l'IA. Et puis, ça a changé quand même depuis 2024 et maintenant 2025. C'est encore lent, c'est encore léger pour l'instant, mais en tout cas, on sent que les cabinets ont envie ou commencent à avoir envie d'y aller en sachant pas toujours comment s'y prendre, bien évidemment, mais ça c'est un peu normal parce que là encore, les outils sont nombreux, ils bougent beaucoup et il faut arriver à suivre. Alors, si vous voulez demain avoir un cabinet, bon, j'ai baptisé ça le cabinet autopiloté, hein, par rapport au cabinet augmenté. Là, l'idée, c'est que vous avez des outils qui sont des agents IA ou des robots de RPA qui sont autonomes, notamment pour la RPA, et semi-autonomes pour les agents IA. Hein, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce lien. Hein, vous aurez toutes les informations nécessaires pour voilà, vous mettre à jour sur le sujet et sur pas mal d'idées assez décapante même que je vais émettre dans ce document, dans ce livre blanc. J'aurai également des témoignages de personnalités de la profession. Hein, je suis fier et ravi qu'ils aient bien voulu, et honoré bien sûr, qu'ils aient bien voulu me laisser un témoignage donc écrit. Ça peut être vidéo, mais c'est souvent des écrits. Hein, et donc, vous verrez quand même des personnalités, que ce soit des éditeurs, des institutionnels actuels ou anciens, des consultants, que ce soit des pratiquants, des cabinets d'expertise comptable et donc des dirigeants pratiquants de l'IA, vous verrez tout un patchwork de personnes qui ont avancé dans le sujet et qui vont porter un témoignage tout à fait intéressant. Alors, notre programme de ce jour, des rappels rapides sur notre rassemblement annuel du club. Alors, je le dis non pas parce que je souhaite que vous y veniez, parce que là, c'est vraiment trop tard, hein, puisque ça commence demain. On va essayer de ne pas être tous bloqués pour arriver jusque sur le bassin d'Arcachon, puisque ça se passe là-bas dans notre cadre merveilleux. On va y parler de l'avantage comparatif de l'IA et de l'avantage comparatif, et ça, c'est assez dingue. Vous allez voir, je vais vous en donner deux, trois aperçus, deux, trois idées, mais là, on va à une vitesse complètement colossale. Et puis, la semaine prochaine, on sera, alors peut-être on vous rencontrera d'ailleurs au Congrès de Lyon, puisqu'on y sera donc du 17 au 19 sur le stand R365. Alors, j'aime bien ce numéro parce que R comme rentabilité ou rapidité et 365, c'est tous les jours de l'année. On sera avec notre partenaire Factory 456 qui a une très grosse expérience des cabinets et puisque c'est le fondateur et fils d'un grand dirigeant de grands cabinets du centre de la France et il a quand même près de 20 ans d'expérience dans des automatisations.
Il a automatisé en RPA des très grands groupes de la profession et c'est sûrement l'un des leaders actuels. Donc j'aurai le bonheur d'être avec lui pendant 3 jours à Lyon. Et donc, on va vous parler d'offres spécifiques qui vont mêler et des robots de RPA et des agents IA. Les robots étant un peu plus orientés, on va dire, production, hein, pour faire bouger des logiciels plus rapidement. Quant aux agents IA, c'est plus, on va dire, orienté sur l'organisation générale du cabinet, gestion des emails, gestion des tâches, des rendez-vous, des notes de suivi de réunion, des onboarding, etc., etc. Robot d'appel client. Je vais vous en reparler aujourd'hui, parce que tout ça, ça avance quand même, hein. Je vous en parle depuis, en tout cas pour ceux qui sont fidèles, depuis au moins 2 ans. Mais là, ça y est, là, il y a une maturité qui est en train, technologique, qui est en train de s'installer. Et là, c'est vraiment, on est au stade où ça y est, on est dans l'opérationnel totalement. Et vous allez voir que c'est complètement dingue ce qu'on arrive à faire, quoi. Donc ça, c'est les petits rappels que je fais au début. Je pose une question, hein, vous positionnerez, c'est pas une affirmation. Est-ce que les cabinets sont en retard pour déployer la facture électronique dans des délais légaux impartis, hein, qui sont quand même à très court terme maintenant, puisque le premier c'est dans moins d'un an maintenant, et le second c'est dans un peu plus de, enfin dans presque 2 ans, un peu moins de 2 ans. Il va falloir quand même aller vite et fort parce que ça va booster et vous n'avez plus autant de temps que ça, hein. Si on défalque les jours fériés et les vacances normales et surtout la période fiscale, il reste grosso modo 6 mois à tout le monde pour 2 fois 6 mois pour faire le job. Ensuite, troisième partie, je rappellerai quand même un petit peu les risques de ce déploiement parce que c'est pas neutre. Pour l'État, ben, ça engage la TVA, donc c'est quand même quelque chose qui les intéresse un peu, hein. Et pour les chefs d'entreprise, ben, c'est quelque part leur trésorerie. Et là, faut pas se rater, hein. C'est leur facturation, leur trésorerie, la transmission de tout ça, les règlements, les paiements. Bon, c'est un petit peu tous les flux qui vont impacter leur trésorerie. Et donc, on peut pas non plus être léger dans ce genre d'accompagnement. Et vous verrez, il y a énormément de choses à faire. Alors, on reparlera de choses dans un second temps, pas la semaine prochaine puisqu'on sera au congrès, mais la semaine d'après, hein. Et on va essayer de vous aider à trouver des moyens d'aller beaucoup plus vite pour être dans les clous tranquillement de la facture électronique tout en préservant au maximum vos collaborateurs de la fatigue et de la démotivation si jamais ça les prenait. Sachant que ça va quand même arriver en superposition, bien évidemment, de vos activités normales, hein, avec la période fiscale normale. Et donc, on va leur demander de cravacher pendant 48 mois, pardon, 24 mois, et ça va être quand même un gros sujet, un gros chantier. Alors, je vais évoquer les études de l'IA. Je vais vous montrer deux, trois petites choses et on va avancer, on va ouvrir le sujet avec des démos à suivre. Mais je suis convaincu qu'on peut vraiment faire des gains très importants de productivité et des gains en termes de confort et de vitesse de déploiement avec des outils dont je vais vous parler. Voilà, et la prochaine date, donc on va enjamber le vendredi du congrès, puisqu'on sera évidemment à Lyon. Et on refera quelque chose le 26. Bon, je pense que d'ici là, vous aurez peut-être été aux universités d'été à Paris ou au congrès à Lyon, ou vous suivrez ça, l'actualité de loin, mais en tout cas, vous la suivrez. Et donc, on va dire dans une quinzaine de jours, vous aurez la suite des opérations et vous verrez que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ces outils-là parce que c'est vraiment assez étonnant. Alors, euh, concernant mon premier appel, hein, ça c'est le lieu vraiment très difficile, hein. Je vous promets, ce sont des jours difficiles qu'on vit pendant 3 jours au Club RCA, puisque on est dans cette magnifique balnéothérapie sur le bassin d'Arcachon, et donc on y travaille quand même, hein. On passe 2 après-midi et 2 soirées très très cool, très sympathiques, mais on est dans un cadre magique. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez. On n'est pas très loin du Cap Ferret et en tout cas, on se fait très plaisir, mais on travaille quand même 3 matinées. Et donc, voilà, donc ça c'est la balnéo. Euh, voilà, ça c'est le premier sujet que je voulais évoquer, donc notre première actualité. Le sujet que je vais traiter, j'en parle un petit peu, c'est que aujourd'hui,
on se rend compte que, et notamment l'Europe, est devenue un peu une colonie numérique, hein, des Américains, des États-Unis et des Chinois, puisque les Chinois sont quand même très présents. Et notre problématique, et pourquoi je vous introduis ça, parce que je vais parler du sujet que je déroule au club et que j'ai repris dans mon livre blanc sur l'avantage comparatif, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les tuyaux, Internet, on avait un champion mondial qu'on a revendu, hein, Alcatel à l'époque, revendu par notre bon président. Les moteurs de recherche, on n'y a jamais été quasiment au niveau européen. S'il y avait peut-être Quant à la rigueur. Les puces informatiques, c'est pas nous. Les ordinateurs quantiques, c'est pas nous. Les smartphones, c'est pas nous. Les data centers, c'est pas nous. Les centrales nucléaires, alors ça pourrait être un peu nous, sauf qu'on a fait les idiots pendant quelques années. Les IA génératives, c'est pas nous. Les réseaux sociaux, c'est encore moins nous. Et le contrôle de la data mondiale, c'est pas nous non plus. Donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près nul partout. La tech américaine, elle a un adversaire, notamment c'est la Chine et certains pays d'Asie, notamment Singapour sur les robots. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de regarder cette petite séquence je crois qu'on avait des vidéos sur YouTube qui pouvaient durer jusqu'à 20 minutes, où on a vu presque tous les géants de la tech. Alors, il manquait quand même Elon Musk, ami ou ex-ami de notre ami Donald. Il manquait, je crois, Jeff Bezos, il me semble qu'il n'y était pas. Par contre, il y avait tous les autres, Microsoft, Apple, OpenAI, Oracle, Nvidia, etc., etc., etc. Donc il y avait, je pense qu'il y avait les 20 personnes les plus importantes quasiment du business mondial, et notamment sur tout ce qui est justement numérique. Et donc, ils ont tous fait un éloge extrêmement sympathique, alors qu'ils étaient tous quasiment presque basés en Californie et très très démocrates, hein. Ils ont fait un éloge plus que extraordinaire au président Trump et à sa femme. Et bon, je vous ai mis un lien si vous avez envie d'aller voir, mais franchement, ça vaut le détour parce que c'est très marrant. Bon, moi j'ai mis un petit sous-titre. C'est un peu ce que je pense de cette petite sauterie entre très bons amis. En tout cas, business first, hein, c'est MAGA, c'est business vraiment au détriment de toutes les considérations, les valeurs, etc. Bon, voilà. En tout cas, ils sont nombreux, ils sont puissants, ils sont très puissants, ils sont trop puissants peut-être aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on est obligé de considérer ça et il y a quasiment l'équivalent côté asiatique avec notamment la Chine. C'était juste bon à savoir. Pourquoi? Parce que je vais présenter, j'en parlerai un petit peu dans mon livre blanc, et ça, je vais le présenter de façon très profonde aux gens du Club RCA à partir d'après-demain. Je vais parler de l'IA et de l'avantage comparatif. Aujourd'hui, avec l'IA, on a des capacités de mécaniser à 80-90% à peu près tout ce qui se fait dans une entreprise et donc forcément tout ce qui se fait dans un cabinet. C'est assez colossal l'histoire. C'est assez colossal parce que ça donne un avantage justement comparatif et compétitif, concurrentiel, on va dire, qui est extraordinaire et d'ailleurs qui a déjà été capté par des gens que vous connaissez, puisque Cabinet Number, qui est aussi, enfin en tout cas le patron de Number, qui est aussi le patron de Time, est parti d'un tout petit cabinet pour faire un petit empire. Des gens comme Doux sont sur une bonne voie aussi. Il y en a quatre ou cinq comme ça dans la nature, plus des cabinets qui sont assez discrets mais qui font leur chemin. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la profession, vous avez des gens qui font tout ce que vous faites avec, en plus de vous, 80 à 90% de gains de productivité. Ça veut dire qu'en termes de marge, c'est spectaculaire. Sauf que jusqu'à présent, pour faire ça, et je connais bien pratiquement tous les gens. J'ai connu très bien les gens de CL Direct, qui ont été les premiers à faire de la compta sur Internet. Je connais un peu les gens de la compagnie fiduciaire, hein. C'est c'est un autre géant local, on va dire, qui a créé, alors je sais plus, j'ai plus le nom, mais vraiment un très bon de la tech, de la compta tech en termes de cabinet, pas d'éditeur, mais de cabinet surtout.
Vous en avez cinq, six qui sont vraiment extrêmement connus, qui ont créé des plateformes pour automatiser tout ce que fait un cabinet et qui sont arrivés à un degré d'automatisation qui est hors norme par rapport à tout ce qui se passe dans pratiquement tous les cabinets aujourd'hui. Et donc ces gens-là, ils ont des croissances stratosphériques, sauf que à l'époque, c'était compliqué de faire de l'IA parce que l'IA était vraiment un truc de rat de laboratoire, je dirais, sans être péjoratif. C'était très tech, très technique. Et puis, il fallait être codeur, il fallait être développeur, ou en tout cas, il fallait mettre des moyens pour développer des plateformes, etc. Et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec, alors en caricaturant, je dirais presque avec un prompt, on arrive à coder en Python, on arrive à créer un site web, on arrive à créer une landing page pour faire du marketing, on arrive à faire à peu près tout ce qu'on veut, une image et même une vidéo, voire même un film complet. On a des capacités qui deviennent des capacités quasiment à la portée de tout le monde, avec un minimum d'envie d'y aller, quoi. Parce que c'est vrai que si vous y passez pas une heure, vous risquez pas d'apprendre qu'on pourrait le faire, ni même d'être en mesure un jour de le faire. Donc, il faut quand même passer un peu de temps, quelques heures, mais réellement, quand on a sous la main des outils aussi incroyables, hein, il y a eu de, comment dire, de reproches à la sortie de ChatGPT 5, hein, puisqu'on attendait peut-être des choses un peu plus miraculeuses. On parlait d'AGI, on parlait de choses comme ça. Bon, c'est pas sorti à ce niveau-là, mais c'est sorti quand même déjà à des niveaux très importants. Ça a un peu déstabilisé tout le monde, parce que ça fait disparaître tous les anciens modèles que les gens utilisaient au profit du nouveau, pour des logiques de rentabilité, très probablement. Et donc, bon, mais peu importe, on a des outils quand même exceptionnels pour certains d'entre vous qui s'en servaient pour faire des rapports, pour faire des analyses, pour faire des tas de choses. C'est quand même incroyable en payant 20, grosso modo 20 euros par mois, d'avoir sous la main quasiment un conseiller, un codeur, un marketeur, un consultant, ce que vous voulez. C'est complètement démentiel, quoi. C'est complètement démentiel. On n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, très probablement, des choses aussi puissantes, hein, qui pouvaient être utilisées. Donc, je parlerai de ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on va vers une vitesse d'évolution à peine concevable. Alors, j'ai fait juste un petit schéma très simple. J'avais évoqué dans mon premier livre blanc que de l'expert comptable de base, on pouvait passer avec l'IA à un expert comptable augmenté par l'IA. Bon, ça, c'est ce qui est en train de se jouer depuis un an, deux ans, trois ans. Bon, pour les plus avisés, ils avaient commencé il y a presque 10 ans ou pas loin, 8 ans, 10 ans. Mais en tout cas, pour nous tous qui avons pris l'IA au moment où elle est devenue publique, on va dire, on a pu s'augmenter, entre guillemets, avec ce genre d'outils pour faire des choses mieux, pour aller un peu plus vite, etc. Sauf que on peut aller encore beaucoup plus vite et plus loin, et que ce qui va se passer à un moment donné, c'est que on va se retrouver avec de l'IA qui va être pilotée par l'expert comptable. C'est-à-dire que quand je parle d'expert comptable augmenté par l'IA, en principal, on a l'expert comptable et on lui donne un outil qui va le booster pour faire des choses mieux. Alors qu'il va booster évidemment lui-même, mais également les collaborateurs du cabinet et tout le cabinet en général. Donc c'est là où on parle d'agents IA. Bon, on a parlé des prompts, on a parlé des chatbots, enfin des GPTs, on a parlé des agents IA, on a parlé des robots de RPA, on a parlé, j'ai encore en parlé tout à l'heure, de robots d'appel. Tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, c'est puissant. Et là, franchement, on fait déjà des choses extraordinaires. Mais ce qui va se passer bientôt, c'est que c'est l'IA qui va prendre le lead et qui sera juste pilotée, supervisée, on va dire. C'est un peu la façon dont John Rocher, qui d'ailleurs est l'un des témoins du livre blanc, et consultant assez haut de gamme sur l'IA, imagine des choses, c'est que de plus en plus les cabinets, puisqu'ils vont perdre tout le début de la chaîne de production, les appros, la tenue, la TVA, etc., il faudra aller vers de la valeur à des niveaux supérieurs. Et donc, ça va nécessiter que vous puissiez vous appuyer sur un socle de data propre, d'outils d'IA par-dessus, qui vont donner une accélération et vous, vous serez un peu le pilote, le superviseur pour emmener tout ça, cet attelage, on va dire, vers des niveaux supérieurs. Et à des niveaux et surtout à des vitesses très supérieures, très, très supérieures. On peut imaginer,
Et là, c'est peut-être un peu plus inquiétant qu'on arrive même à ça. C'est-à-dire que l'IA va piloter et va coopérer avec d'autres IA. Et tout à coup, on cherche vainement, se trouve l'homme, l'humain là-dedans. On le voit presque plus. Alors, je ne sais pas s'il est sur un transat en train de boire des mojitos sur son île paradisiaque, etc. Bon, peut-être certains oui, beaucoup non, mais en tout cas, et c'est sont des sujets de société là, donc, que j'évoque là, c'est-à-dire que certains parlent de la fin du travail, hein. Vous avez, j'ai déjà évoqué un consultant qui est conférencier, qui s'appelle Stéphane Mallard, qui parle depuis longtemps de la fin du travail et qui évoque à un moment donné un clash énorme sociétal qu'il va falloir traiter d'une façon ou d'une autre. Bon, on n'en est pas là parce que on va dire, allez, l'expert comptable augmenté, c'est en ce moment, ça va prendre 2 à 5 ans. Je vous conseille fortement d'y aller parce que, effectivement, vous allez faire des différences très importantes avec vos confrères et vos consoeurs. Bon. L'IA pilotée par l'expert comptable, c'est-à-dire que là, on a mis en place, effectivement, des datas très normé, très bonne qualité, etc., très standardisé et automatisé qui alimente une sorte de data lake de l'entreprise ou du cabinet. Et donc, on va mettre par-dessus des choses qui vont être capables d'aller chercher et de faire du temps réel. On peut imaginer que ce soit de la compta en temps réel. On peut imaginer que ce soit un reverse bilan, c'est-à-dire que vous demandez à votre client quelle est la rémunération qu'il attend. OK? Et donc, vous dites, ben voilà, pour obtenir cette rémunération, il faut faire ce résultat-là. Et donc, il vous fait un bilan, un compte de résultat. On parle de la fin. Et quelque part, il fait un pilotage à l'envers. Ça veut dire que ce bilan et ce compte de résultat, l'IA va être capable de la décliner en revenant vers le moment présent. C'est-à-dire qu'on part de la fin et on revient au début. Et en fait, le client va recevoir tous les semestres, trimestres, mois, semaines, jours, des objectifs très précis qu'il doit réaliser donc, dans la période qui lui est impartie, donc par jour ou par semaine ou par mois, etc., pour parvenir à la fin. Et si vous voulez, on parle depuis un an ou deux, notamment, de tableau de bord prédictif. Je pense que pour moi, c'est déjà un peu périmé comme notion, alors qu'ils ne sont pas encore vraiment très bien sortis, ces outils-là. Mais tableau de bord prédictif, on est un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on part d'un prévisionnel ou d'un budget et on le fait vivre avec des méthodes un peu statistiques qui le rendent un peu plus dynamique, avec des hypothèses, etc. Mais on le fait vivre en avançant. Et là, moi, je suis en train de vous dire, non, non, on part de la fin et on fait un pilotage à l'envers. C'est pas un pilotage à l'endroit, c'est un pilotage à l'envers. Bon. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait faire dans quelques temps. L'IA pilotée par l'expert comptable, ça veut dire que l'expert comptable n'est plus que le superviseur et l'IA fait le gros du boulot. Donc, il faudra qu'il y ait des collaborateurs qui soient aussi autour, hein. Il n'y a pas que l'expert comptable. Mais là, on sera peut-être sur du conseil très évolué. Peut-être que les experts comptables seront devenus des super consultants avec des spécialités, avec des secteurs d'activité clés, avec toutes sortes de choses. Alors, elles sont peut-être trop courtes, hein, les fourchettes de temps, j'en ai aucune idée. Mais très sincèrement, à la vitesse où ça va en ce moment, moi je vois comment tout ce que j'ai dit dans mon livre blanc d'il y a 2 ans et des poussières a été dépassé et largement dépassé. Et je me dis que là, ce que je pense aujourd'hui avec mes fourchettes de temps, si ça se trouve, c'est pessimiste quoi, par rapport à ce qui va se passer. Et peut-être que l'IA qui pilote l'IA, qui coopère avec l'IA, etc., c'est peut-être au-delà d'une dizaine d'années. Mais c'est peut-être plus près ou c'est peut-être plus loin. On ne sait pas trop. D'ailleurs, au passage, je pense qu'à un moment donné, peut-être dans la phase intermédiaire, l'IA pilotée par l'expert comptable, on peut imaginer que vos clients aussi rentrent dans l'IA plus ou moins à fond, mettent de la RPA, mettent des agents, mettent toutes sortes de choses, et qu'à un moment donné, alors que jusqu'à présent, c'était une personne humaine chez le client qui parlait à une personne humaine au cabinet, bon, avec peut-être une plateforme informatique au milieu, on pourrait même imaginer qu'il y ait un robot des deux côtés ou des robots qui se parlent et qui communiquent en langage machine et qui fassent passer des datas et qui fassent des traitements par rapport à une certaine logique qu'on leur a donnée. Donc, cette évolution qui est effectivement, que je dis à peine concevable, je pense qu'elle est en train déjà d'arriver souterrainement. Elle va aller beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et je pense que les cabinets vont pas du tout
c'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, ne vont pas du tout assez vite aujourd'hui pour être dans ce flux et dans cette vague-là. Le problème, c'est que les cabinets, bon, ça, c'est ce que je dirais un peu dans le livre blanc et beaucoup au Club RCA cette semaine, c'est que là, il y a beaucoup de cabinets et donc de gens de ces cabinets qui vont se périmer. Et je pense que même dans les cabinets qui vont rester dans le jeu, il y a des postes qui vont disparaître, il y a des fonctions ou des tâches qui vont disparaître, et ça va se déplacer très vite vers de la valeur ajoutée très créative, euh, en supervision, avec de l'imagination, avec de l'expérience, avec des choses comme ça. Et je pense qu'il faudra faire monter les gens au maximum pour qu'ils puissent être dans ces qualités-là. Et s'ils ne les ont pas du tout, et si en plus ils veulent pas évoluer, ce sera très compliqué de les conserver, à mon avis. Voilà, je passe ce petit sujet parce que je le trouve important. Et en tout cas, moi, je sens qu'on est en plein dedans. J'ai lu beaucoup d'écrits, beaucoup de choses ces derniers temps qui sont dans cette veine-là. Et je pense que même si ces écrits-là sont en avance par rapport à l'état de l'art aujourd'hui, ils ne le sont pas parce que en réalité, c'est ce qui va vraiment arriver et qui va arriver très vite. Alors, hop, on va continuer ici. Alors, deuxième rappel, donc notre présence au Congrès de Lyon. Donc, nous, Experia, on est plutôt sur les agents IA et donc plutôt sur l'organisation du cabinet, hein. Je vous l'ai dit, email, agenda, tâches, notes de réunion. On fait les tableaux de bord, on travaille sur la data aussi. Par contre, Factory, ils sont plutôt à activer, simuler du travail dans des outils comme ACD, Silae, bon, on va dire à peu près tous les logiciels qui comptent. Je pense qu'ils ont des choses dans les autres éditeurs, chez Cegid, ils ont des choses chez Agiris, ils ont des choses chez comment dire, j'oublie, Polyact, il faut aller chercher le nom de Polyact, ou d'autres outils juridiques. D'ailleurs, ils sont dans la petite affichette que vous voyez à droite. Ils sont vraiment leaders sur ces outils-là. Ils font vraiment du très bon travail, c'est très pro, c'est solide, et je peux vous dire qu'ils mettent en place des cabinets, vraiment des très gros cabinets, et pour que ces gros cabinets les aient conservés, c'est que vraiment c'est du boulot super pro. Donc on va avoir cette coopération avec eux, d'ailleurs, qui va se renforcer au fil des semaines et des mois là prochain. Et donc là, on vous donne vraiment deux accélérateurs énormes pour à la fois gagner du temps sur l'organisation générale, et Dieu sait s'il se perd beaucoup de temps sur l'organisation, par exemple la gestion des emails. Pour vous donner un ordre de grandeur, bon, il y a environ 2 mois, un peu moins de 2 mois, j'étais à la journée cabinet du futur organisée par le conseil régional d'Occitanie à Montpellier. Et il y avait quand même 400 personnes et j'ai fait une présentation des agents, etc. Et les gens ont totalement accroché sur la gestion des emails parce qu'aujourd'hui, c'est un énorme problème dans l'emploi du temps d'un expert comptable. C'est d'égorger cette boîte mail, répondre aux clients ou déléguer ou archiver, etc., etc., ou détruire. C'est devenu un temps non négligeable dans votre agenda. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner tranquillement 1 heure par jour et dans certains cas, peut-être même 2 heures par jour. Donc ça, c'est quand même très précieux et ça fait quand même un paquet d'heures dans l'année que vous pouvez consacrer à autre chose, à offrir de la valeur ajoutée à vos clients, à vous occuper peut-être mieux des collaborateurs, à les faire monter en puissance, etc. Et puis à vous reposer, bien évidemment, pour aller vers on va dire, un équilibre de travail, repos, travail et je dirais vie sociale, qui soit peut-être plus satisfaisant pour vous, peut-être se dire qu'on pourrait travailler moins en gagnant autant ou plus. Et à mon avis, on peut gagner beaucoup plus même en travaillant moins. Bon, c'est pas un truc qu'on entend dans les tribunes politiques en ce moment, mais pour autant, je crois que l'IA, nos amis politiques sont très très loin du jeu. Ils n'ont pas forcément compris ce qui est en train d'arriver. Voilà, donc ça c'était le deuxième rappel. Alors, je rentre dans mon sujet. Les cabinets sont-ils en retard pour déployer la facture électronique? Bon, ben, je vais vous laisser en juger, mais je vais simplement lister ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, établir une stratégie, donc une chronologie générale de déploiement, donc sur à peu près 2 ans. Bon, on peut penser, hein, moi je suis à peu près convaincu que ça va prendre plus de temps, parce que si vraiment au 1er septembre 2027, tout le monde est passé dans le moule et que ça marche chez tout le monde et que c'est nickel et que tout le monde est heureux, moi, je mets une petite pièce sur le fait que ça m'étonnerait que ce soit le cas. Je veux pas être pessimiste, mais juste un peu réaliste et lucide.
Là, on a pris beaucoup de retard hein, avec les décalages de date, ce qui fait que tout le monde un peu est reparti à l'envers. Et donc maintenant, il faut remettre le couvert, remettre de la motivation chez tout le monde, chez les clients, chez les collabs et tout ça. Et surtout, on va avoir des informations très tardives sur les ex-PDP qui sont appelés PA maintenant, les plateformes agréées. C'est quand même dommage de les donner 6 mois, enfin 6 mois, 9 mois à peine avant le début de la bataille, alors qu'on aurait pu les donner peut-être plus tôt quand même. Et on est à 101 PA aujourd'hui candidates. Bon, je sais pas combien il en restera, mais en tout cas, il va falloir choisir. Bon, j'imagine que vous avez déjà des idées en tête, mais voilà, ça sera pas toujours que simple pour tous vos clients. Ensuite, il faudra collecter les datas, hein, euh, extraire les datas de votre base de données, demander une collecte complémentaire aux collaborateurs et une collecte supplémentaire aux clients. Et là, je vais vous montrer une solution qu'on a créée qui fait partie du nouveau kit Smart Facturia et des outils, vous allez voir, qui complètent un petit peu le dispositif. Et donc, une fois que vous avez les data, il faudra segmenter, donc prioriser l'avancement des clients. Nous, on a défini 6 segments, 6 segments, pardon. Il y a les non assujettis, donc ceux-là, ils sortent du jeu, ils peuvent continuer à faire du papier, du PDF, etc., tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci, enfin, en tout cas pour l'instant. Après, il y a les assujettis, et donc là, il y a les assujettis précoces, où il faut tout faire au 1er septembre 2026, donc c'est quand même la grosse priorité. Et puis après, pour tous les autres, ça va être en réception. Et là, nous, on sous-segmente encore en 3 catégories minimum. Donc voilà. Et ça permet de se donner des priorités, d'avancer par étapes et de savoir à peu près ce qu'on fait pour chacun. Évaluer, organiser, déléguer le travail. Il va falloir quand même aussi faire un peu d'organisation une fois qu'on a la stratégie, hein, parce que vous allez voir, je vais vous dire un peu ce qu'on a imaginé que ça pouvait prendre comme temps par dossier, et c'est loin d'être neutre. Moi, je préconise, et j'en parlerai là au club ces jours-ci, de nommer en interne ou d'embaucher un consultant chef de projet, hein, qui est à la fois qui est aussi la plaque tournante de la facture électronique, et du conseil futur, service, conseil, etc. futur. Si vous êtes un assez gros cabinet, nommez-le en interne ou nommez une équipe projet qui va se compléter. Si vous pouvez, et je vais vous donner une solution pour le faire, embauchez quelqu'un et même si vous êtes un petit cabinet, vous allez voir, c'est jouable. Ensuite, il faut définir aussi des offres d'accompagnement et des tarifs. Parce que, il faudra aussi communiquer, former les collabs pour dire qu'est-ce qu'il faut dire aux clients, hein, puis les former et progressivement sur les fameuses plateformes. Il faudra envoyer des communications aux clients. Il faudra facturer, alors c'est un peu ma solution, facturer d'office tous les clients. Moi, je vous conseille de balancer une facture à tous les assujettis de A à Z. Vous mettez le prix que vous voulez, entre 200 et 500 euros. Moi, je dis qu'on peut même monter à 500 euros sans quasiment aucun problème. Ça veut dire que si vous mettez 300, 400 ou 500 euros pour un cabinet qui ferait 1 million, bon, un cabinet de 10-12 personnes, vous arrivez à facturer quand même 120 à 150 000 euros sur les 80% de clients qui sont assujettis à la facture électronique. Ça vous permet de payer largement non seulement le consultant en question, mais également de mettre en place justement de l'IA autour des agents de la RPA et des dispositifs, peut-être de migrer certaines choses au niveau de vos outils de production. Voilà, donc vous donnez les moyens. Et ça, vous allez le faire, moi je vous conseille de le faire au moins 2 voire 3 ans. C'est pas seulement une année, one shot, c'est au moins 2 ou 3 ans. Parce que la facture électronique, à mon avis, je pense que jusqu'en au moins 2028, voire 2030, il y aura du travail réalisé parce que si on prend du retard, ça va au moins mettre 1 an, 2 ans, 3 ans de plus par rapport aux délais légaux. Donc les délais légaux, je pense que l'État va pas trop vouloir les bouger pour pas donner un mauvais signal, mais par contre, ils accorderont des délais voilà, pour laisser les gens quand même arriver à rentrer dans le truc. Donc, à mon avis, encore une fois, je serais étonné qu'on tienne les délais théoriques qui ont été indiqués. Alors, il y a un truc qui est quand même très, très urgent aussi, c'est de faire signer des centaines, et si vous avez un très gros portefeuille, des milliers de mandats tiers pour être un petit peu le prestataire qui va ensuite s'occuper d'inscrire le dossier donc l'entité dans la plateforme agréée, dans l'annuaire plutôt.
Et donc, il faudra que plutôt ce soit vous, plutôt que des banques, plutôt que des éditeurs, plutôt que des gens divers et variés, gardez la main, évidemment, parce que si ça part dans tous les sens, si vous avez 15 PDP en face de vous, PA, pardon, ça va pas vous arranger peut-être la vie en termes de productivité et de maîtrise, de contrôle de la situation. Ensuite, il faut que vous documentiez sur les PA maintenant existantes et sur les outils OD facturation, parce que ça, sachez qu'il y a quand même, vous le savez sûrement, peut-être 30, 40, voire 50% de vos clients, alors c'est pas dans tous les cabinets, hein, c'est une moyenne générale, mais au moins entre 30 et 40% de clients des cabinets aujourd'hui n'ont même pas une facturation. Donc on se dit, waouh, d'ailleurs, j'ai discuté avec des intégrateurs, des éditeurs et des intégrateurs d'outils de facturation, de gestion d'entreprise. Ils me disaient, mais si donc 30%, ça fait grosso modo à la louche 1 million d'entreprises. Si tout à coup, il faut faire basculer 1 million d'entreprises dans un logiciel de facturation, là, de maintenant à, on va dire, au 1er septembre 2027, c'est déjà impossible. C'est déjà impossible. Faites les calculs, faites des divisions. Tous les éditeurs qui m'en ont parlé m'ont dit, bon, on va avoir du travail, ça c'est très bien. Par contre, garantir qu'on va être capable de mettre en place tout le monde, de faire des devis, de faire des factures, d'installer les gens, de former, etc. Alors même si c'est du SaaS, hein, peu importe, mais donc plus le temps de formation, même si c'est partagé entre le cabinet et les intégrateurs ou les éditeurs, c'est quasiment matériellement impossible aujourd'hui que ce million d'entreprises puisse être mis en place dans un outil de facturation. Donc rien que ça rend le truc quasiment injouable. Bon, encore une fois, je ne veux pas être pessimiste et si vous êtes persuadé que ça va le faire, gardez votre idée et puis bah, on se reverra dans 2 ans. Ensuite, à un moment donné, il faudra un peu auditer quand même les process internes de facturation des clients, parce que si vous voulez choisir une PA qui soit pertinente pour le client, bah, il faut voir un peu comment fonctionne sa facturation, ses factures d'achat, comment il les reçoit, comment il émet les factures de vente, comment il les envoie, comment il se fait régler, comment lui également paye et tout ça. Donc, il faut que les processus internes de vos clients, vous les compreniez et puis il y a des gens qui sont sur des marchés B2B, des gens qui sont sur des marchés mixtes B2B et B2C, des gens qui travaillent aussi à l'étranger ou qui ont des fournisseurs à l'étranger. Bref, entre le e-invoicing et le e-reporting, ça fait une jolie salade quand même. Il faut arriver à ce que tout ça soit cohérent et surtout que ça convienne aussi à vos clients parce que gérer juste l'intérêt du cabinet sans gérer l'intérêt de vos clients, on va parler des risques après, ça peut poser quelques petits problèmes à un moment donné. Ensuite, bah, il faudra, donc une fois que tout a été audité, on fait le choix, on inscrit les clients dans l'annuaire. Pour les grosses boîtes, il faudra le faire très vite. Pour les petites qui seraient très partantes, pourquoi pas les faire anticiper? Tout travail que vous aurez fait avant la fin de cette année 2025 sera un travail qui ne sera pas à faire plus tard. Et sachez que plus tard, ça sera peut-être trop tard, ou que vous manquerez de temps sérieusement, et qu'en tout cas, une chose dont on est sûr, et moi le premier, c'est que les goulots étranglements, ils vont arriver en 2026-2027, où tout le monde va vouloir se précipiter, où ce sera plus possible. Voilà. Donc, soyez plutôt parmi les premiers pour faire rentrer vos clients au maximum dans le truc. Donc, il faudra équiper les gens, donc les former. Il faudra les aider à migrer leurs paramètres, les datas de base, les historiques, etc. Donc, c'est un peu de boulot aussi, hein, quand même. Il faudra donc accompagner, former, assister ses clients et tester leurs premières factures. Et il faudra, bah, si possible, mesurer un peu des KPI, donc des indicateurs de succès, hein, pour voir si statistiquement les factures entrantes, sortantes, etc., il y a un bon taux de validation, et si tout se passe bien, ou s'il y a beaucoup de rejets, beaucoup de problèmes, etc., beaucoup de bugs. Et donc, forcément, à un moment donné aussi, voir si les clients sont satisfaits, parce que sinon, il y aura quelques soucis aussi. Donc, quand vous voyez quand même tout ça, après, moi, j'ai des cabinets qui m'ont dit, oh bah, facture électronique, c'est un truc de bébé. On choisit une PDP, surtout une, celle qui nous arrange. On fait signer des mandats, on met tout le monde dans le truc, et ça y est, c'est réglé. Bon, d'accord.
Ok, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a à faire. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'échanges de mails qui vont se passer, beaucoup d'appels ou de relances téléphoniques, beaucoup de rendez-vous. Il y aura des tâches administratives à gérer, il y aura des tâches de gestion si vous facturez par exemple tous ces clients assujettis, et puis après peut-être des missions un peu plus musclées sur les clients un peu TPE, un peu costauds ou PME ou grandes sociétés. Il y aura toute la partie accompagnement, donc l'audit, le diag, le déploiement, etc., le suivi un petit peu de tout ça. Voilà, donc ça j'en ai parlé, du paramétrage, de la formation, le suivi technique et de satisfaction. Voilà. Et alors, une chose intéressante aussi, c'est que j'ai avalé ces dernières semaines pratiquement tous les mémoires qui parlaient de mise en place de la facture électronique, et notamment par des jeunes experts comptables mémorialistes issus de gros cabinets de la profession qui ont pris un temps d'avance, puisque certains ont déjà fait beaucoup de choses avant même l'été 2025. Et donc, ils parviennent à la conclusion que grosso modo et en moyenne, un dossier, c'est à peu près 10 heures de travail. Donc, avec des dossiers à 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis des dossiers à 20 heures, 30 heures, éventuellement des très gros dossiers dans lesquels il y a des gros accompagnements, de formation et tout ça. Mais en gros, c'est à peu près 10 heures par dossier. Bon, ça peut être peut-être un peu moins selon la façon dont vous le ferez, ou un peu plus, ça dépendra. C'est vous qui choisirez. Moi, j'ai retenu 10 heures. Ça veut dire que chaque responsable de dossier, à la sortie, bah, s'il a environ, on va dire environ 30 dossiers en moyenne, ce qui est à peu près une moyenne française, 30 par 10, ça fait 300. 300, ça fait 2 mois de travail hein, sur 2 ans. Et donc, il va consommer 10% de son temps annuel, hein, et sur 24 mois, donc pendant 24 mois, il va avoir 10% de son temps en moyenne, mais là, je lisse sur les 12 mois. Or, c'est pas sur les 12 mois qu'il faut lisser, puisque les collabs, ils vont pouvoir commencer à travailler sur la facture électronique si c'est pas déjà commencé maintenant, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Là, déjà, il reste plus que 3 mois, parce qu'on a essayé septembre, on a bouffé la moitié, et décembre, on a une moitié aussi qui est morte, donc grosso modo, on a 3 mois plus janvier, hein, bon, 4, plus juillet, peut-être juin, un petit bout de juin et juillet. Donc quand je dis 6 mois, je suis gentil déjà, ça sera 6 mois qui vont être hard puisqu'il faudra quasiment passer 20% de son temps pour récupérer cette moyenne de 10, de 10% du temps. Et donc voilà, c'est pas rien quand même, hein. Donc si on calcule en temps par mois sur ces 6 mois, c'est 30 heures par mois. C'est-à-dire, ça fait une semaine par mois qui n'est consacrée qu'à ça, quoi, quasiment. Bon, il faut le faire, hein. Alors, juste, voilà, l'audit diagnostic, en gros, voilà ce qu'il y a dedans, hein. Donc, des procédures générales, tous les processus et procédures, achat, vente, règlement, etc. Les outils actuels, quels sont les datas à migrer, et quelles sont les typologies de marché et de tiers, donc fournisseurs, clients, etc., pour adapter la PA aux meilleures fonctionnalités nécessaires pour l'entreprise en fonction effectivement de ses activités B2B, B2C, etc., B2J, etc. Bon, l'accompagnement, voilà, il faut choisir la solution, être sûr que les besoins fonctionnels et techniques sont corrects, présélection de la solution, choix de l'outil, inscription dans l'annuaire, et puis après, quelle est l'architecture cible pour la facturation entrante et sortante, la nouvelle cartographie des outils, donc passer de l'ancien monde à des nouveaux mondes avec des interfaces éventuellement différentes, des plateformes, etc., et voir un petit peu les impacts que ça peut avoir sur le métier de vos clients. Voilà. Et puis, bien évidemment, il y a l'aspect un peu basique, reprise des paramètres, des datas, etc. Donc, c'est quand même un accompagnement non négligeable, hein, même si vous faites des choses un peu light, un peu rapides, etc. Et je vais vous montrer comment on peut collecter des datas par les outils qu'on a créés. Voilà. Alors, il faut pas oublier une petite dimension légèrement psychologique aussi, c'est qu'il faut piloter le projet aussi. Donc, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, ce qui n'est pas le cas de mon image. Les facteurs clés de succès du truc, c'est que vous gériez des risques, hein, et que vous gériez le changement. Parce que, à la fois pour les clients et à la fois pour les collaborateurs, tout ce qui va arriver là est un changement non négligeable dans leur façon de travailler chez les clients pour facturer ou recevoir des facturations, valider les factures, etc. Et tout ce circuit-là auquel ils ne sont pas habitués, et encore moins s'ils n'ont même pas de facturation aujourd'hui, il va falloir quand même qu'ils s'y mettent. Voilà.
Et puis, en termes de synthèse de la mission, il se peut que vous ayez à faire des comptes rendus de mission un peu par étapes. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent se mécaniser hein, quand même. Et puis, une synthèse à la fin de la mission avec, je dis, des KPI, etc., pour être sûr que voilà, c'est propre, c'est correct. Donc, voilà, il faut construire. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'offres de mission, de tarifs, mais aussi de l'aide de mission. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais il faudra la créer. Il faudra peut-être gérer des temps spécifiques à la facture électronique aussi. Donc voilà, il y a quand même un peu d'organisation. Si vous lancez le truc en disant, allez, je lance un emailing, je demande aux clients de signer des mandats, et puis après on verra, ça y est, c'est parti, le coup est parti, puis après je mettrai les gens quand ils arriveront. Au bout d'un moment, au bout d'un mois ou deux, vous saurez plus où vous en êtes, hein. Mais vous saurez plus où vous en êtes. Et les collabs vont continuer à envoyer des emails au lieu d'appeler. Et à un moment donné, ça va être un désastre. Vous allez vous retrouver à la fin de l'année 2025 en vous disant, Ouah, je ne sais plus où on en est, je ne sais pas si on a fait 10%, 15%, 20%, 30% du travail. Essayez d'avoir quelque chose en mode gestion de projet, solide, sérieuse, avec des indicateurs, des tableaux de bord, etc. Alors les risques, il y en a un peu quand même. Alors j'ai appréhendé ça, risque notamment pour le cabinet et risque pour les clients. Alors je me suis laissé dire dans mes recherches que les éditeurs en fait avaient pas beaucoup de risques si ce n'est des responsabilités techniques sur ce qu'ils faisaient, mais après les risques s'il y a des problèmes, c'est quand même le client final qui se les attrape quand même. Après vous, il y a des risques quand même, hein. Voilà, il peut y avoir de la surcharge dans la mise en place de votre déploiement. Donc ça, c'est votre risque interne avec une priorisation qui n'est pas forcément bonne des clients. Il peut y avoir des collaborateurs qui ne sont pas formés comme il faut, hein, ou qui ne maîtrisent pas les PA et les OD. Alors les OD, ça s'appelle encore, je ne sais plus autrement. Voilà. Il se peut que vous orientiez pas très bien et au niveau juridique et au niveau technique les clients. Et donc ça peut énerver parce que normalement une PDP, enfin une PA, on peut en sortir à tout moment. C'est comme un abonnement téléphonique, d'après ce que j'ai compris. Alors qu'au début, c'était pas ça, hein. Au début, il fallait se la porter pendant 3 ans ou se la payer pour la quitter, mais se la payer quand même. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Et on peut quitter comme un abonnement téléphonique, une PDP, mais sauf que c'est un boulot. C'est comme un changement. Imaginez, vous changez de compta au cabinet et un an après, vous rechangez de compta parce que vous êtes trompé. Alors, j'ai connu des cabinets qui ont joué, hein, mais ils n'ont pas aimé, hein. Bon, pour le client, c'est pareil, hein. Si vous lui faites le coup sur sa facturation et que c'est un désastre derrière, je pense qu'il va pas être très très content. Voilà. Donc voilà, et puis le risque, c'est aussi des clients mécontents et des départs. J'ai rajouté à ce tableau, à mon avis, en cas d'organisation assez défectueuse du produit, c'est peut-être le burn-out de certaines personnes, et puis ça peut être aussi un risque de départ hein, de collaborateurs. Donc on n'en a pas trop, même si l'IA va arriver et les robots vont commencer à vous faire du bien. Pour l'instant, c'est quand même un peu chaud. Il faut peut-être attendre un an ou deux avant de prendre ce genre de risque. Bon, donc voilà. Ensuite, risque côté client, ben, il y en a aussi beaucoup, hein, parce que il faut que les factures, ils les reçoivent, il faut que les factures, ils les envoient. Là, ça pourrait être un désastre pour leur trésorerie, hein. Il faut qu'il y ait des liaisons entre les différents outils de facturation, de compta et tout ça. Il faut qu'il y ait des passerelles entre tout ça pour que tout ça soit cohérent, puisque entre ce que le cabinet va déclarer comme TVA à Bercy et ce que le client va déclarer comme facture payée, pas payée, machin, etc., avec les statuts de validation dans l'autre sens, il faudrait qu'en haut, là, à Bercy, ils ne s'aperçoivent pas qu'il y a des différences énormes entre ce qu'a envoyé l'expert comptable et ce qu'a envoyé le client. Donc, il faut quand même qu'il y ait une bonne organisation de tout ça. Moi, j'ai en tête le témoignage et d'experts comptables italiens et de clients d'experts comptables italiens, et notamment de clients d'experts comptables italiens, puisque là, je parle des clients qui m'ont dit, mais à un moment donné, on passait plus de temps qu'avant la facture électronique parce qu'on était obligé de vérifier les informations que nous délivrait le fisc italien. Et donc là, on se dit, merde, on pensait qu'on allait tous gagner de la productivité, machin, des datas, des analyses et plein de choses. Et en fait, on se rend compte que non,
pendant un certain temps, il a fallu juste vérifier ce que faisait le système numérique, sachant qu'en Italie, il y avait le portail du fisc et puis basta. Nous, on a 101 candidates ou 101 candidats, plus le portail du fisc. Ça veut dire que ça fait du monde à interconnecter tout ça. Hein, l'interopérabilité, comme on dit, c'est peut-être pas gagné partout pour l'instant. Voilà. Donc, toutes ces choses-là qui sont listées dans ce tableau-là, ben, il faut peut-être faire très attention parce que là, ça peut créer des désagréments non négligeables. Et je voulais mettre en exergue un risque supplémentaire pour les clients. À mon avis, il est loin d'être neutre, et notamment dans le cas où, pour le compte d'un client, vous recourez à une offre. Il y en a, je sais qu'il y en a plusieurs sur le marché, enfin, vous connaissez les noms, hein, notamment chez les éditeurs un peu plus novateurs de la profession, des offres qui encapsulent l'OD, la facturation, l'OD, la PDP, j'ai repris les termes par réflexe habituel, plus un compte bancaire pro. Et là, je pense quand même qu'il y a un petit souci, c'est que les entreprises, elles ont quand même des partenaires bancaires existants, une banque ou plusieurs, qui leur ont peut-être offert des concours. Et si tout à coup on leur dit, mais les flux passent plus chez vous là du tout, ça va la banque Moulineau parce qu'elle fait partie de ma plateforme agréée, je pense qu'ils vont pas être contents, quoi. Donc, ils vont peut-être se dire, ouais, vous êtes gentil, mais là, vous me rapatriez des choses chez nous, parce que sinon, vos concours, ben, on les ferme direct. Votre découvert bancaire, il y en a plus, et on va vous foutre dehors, ou en tout cas, on va vous réduire un certain nombre de choses. Et là, l'entreprise, déjà que les trésoreries sont pas améliorées depuis quelques mois, là, ça serait calamiteux, quoi. Donc, encore une fois, il faut pas réduire le problème de facture électronique à j'envoie un mandat, je prends la PDP qui m'arrange et basta, j'ai fait le boulot. Non, non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, quelques points de vigilance quand même, hein. Donc, évidemment, il y a des dates clés, hein. Il y a des choses sur lesquelles c'est peut-être un peu plus compliqué et un peu moins courant, hein, quand on a des flux avec l'étranger, quand on a des marketplaces, quand on a des choses comme ça. Bon, je pense que le fait d'avoir un mandat aussi à faire signer au client qui soit bien fichu, j'imagine que l'ordre a dû faire des choses là-dedans. Donc, voilà, tout ça, il faut le voir, correctement. Quelques recommandations, hein, on va en parler puisque je vais vous parler un petit peu des outils qu'on a créés. Donc, collecter, segmenter son portefeuille, ça permet de voir des segments clients bien identifiés et de les prioriser avec des dates d'échéance, etc. Ça veut dire aussi créer des offres packagées pour chaque segment éventuellement. Et moi, je vous le conseille, facturer ces gens-là à hauteur de ces différentes offres. Moi, je pense que par défaut, pour 100% des clients assujettis, donc qui représente à peu près 80% en moyenne des dossiers d'un cabinet, moi je vous conseille de faire une facturation directe. Ce sera mon meilleur conseil de la journée, hein, gratuit, hein, qui plus est, facturer tout le monde, quoi. Sauf les non-assujettis, évidemment, ce serait pas très logique. Mais cet événement de la facture électronique, ça se représentera pas tous les matins, et je pense que c'est le plus gros chantier que vous ayez jamais eu à faire pour le compte de vos clients. Donc, je pense que là, les clients vont parler parce que les clients, ils comprennent encore moins que vous. Quelque part, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui dans cette migration, les clients, ils sont encore plus loin du jeu, quoi. Donc, ils ont vraiment besoin de vous, hein. Ça, c'est clair. Et donc, il faut leur expliquer que vous allez y passer du temps et que ce temps-là, ben, il nécessite un peu de facturation. Voilà. Bon, voilà. Donc après, il y a des choses à mettre en place. Je vous dis dashboard, histoire d'être sûr que les choses se passent comme il faut. Bon, je vais vous laisser, vous regarderez ça, vous l'aurez dans le diaporama, mais toujours est-il que je pense que les mauvais choix que vous pourriez, vers lesquels vous pourriez emmener vos clients, parce que vous êtes un peu trop auto-centré dans votre réflexion stratégique là ici, hein, parce qu'on peut penser que vous allez prioriser et privilégier la PA de votre éditeur majeur principal, sachant qu'il se peut que vous ayez peut-être deux, trois plus petits éditeurs, enfin petits en termes d'importance relativement dans votre portefeuille. Donc peut-être que voilà, il y aura peut-être deux, trois, quatre PA principales, mais il se peut qu'il y ait des PA sectoriels qui soient plus adaptés aux clients
Il se peut que les clients aient des activités à l'étranger ou des multi-activités B2B, B2C, etc. Et que il faut que les plateformes que vous allez leur proposer aient les fonctionnalités nécessaires pour ces gens-là. Alors évidemment, dans peut-être beaucoup de cas, avec des TPE, ça sera assez simple, mais des fois, il vaudra mieux vous en assurer avant de les lancer un peu imprudemment dans le choix qui vous arrange et uniquement qui vous arrange, vous, le cabinet. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille d'avoir structurellement, c'est une sorte de Kanban, hein, une sorte de tableau comme ça qui vous permet de faire glisser la carte. Donc là, vous avez des outils au moins, si vous voulez faire du gratuit comme Trello, hein, avec Trello, vous pouvez créer des Kanban comme ça et la carte du client, vous créez autant d'enregistrements clients, vous avez des petites cartes et à la souris, vous les faites passer d'une colonne à l'autre pour voir un petit peu comment se déplace votre migration, votre déploiement. Et donc, vous pouvez contrôler client par client, responsable de dossier par responsable de dossier, site par site. Enfin, on peut mettre des critères de filtre après à un moment donné, mais vous pourrez voir un petit peu comment ça se déroule et ça sera mieux que dans un tableau Excel qui est toujours un peu mal pratique parce qu'il n'est pas dynamique pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est important. Et évidemment, les grandes entreprises et les ETI, c'est date butoir 09-2026. Pour toutes les autres, ça sera 09-2027. Alors, on a créé un outil, qui repose sur une base de données dans laquelle vous pouvez injecter par une extraction de votre base du cabinet, vous pouvez injecter des datas. Alors là, je vous montre qu'une toute petite partie hein, à l'écran. Vous pouvez injecter des datas et cet outil, sa force, c'est que d'abord, il est quasiment gratuit ou pas loin mais surtout que alors, c'est inclus dans le pack dont je vais vous reparler tout à l'heure, hein, puisqu'on a mis toute une méthodo, etc. autour. Et donc, cet outil-là vous permet d'injecter les données du cabinet qui sont déjà présentes, mais également de faire une collecte via les collaborateurs, plus une collecte via les clients. Et ça, dans la même base de données. Et en plus, on a inventé un truc supplémentaire. Alors, je vous montre des bouts de copie d'écran simplement. Hein, j'aurais pu aller dans l'outil, mais là, on n'aura pas trop le temps. Et puis, je préfère vous expliquer le principe. Donc, vous avez la partie qui a été injectée automatiquement, qui peut être cette partie gauche. Vous avez une partie qui va être plutôt donnée par le collaborateur, parce qu'il a ça en tête. Hein. Il peut savoir, il peut répondre à des questions sur par exemple, les outils du client. Il peut répondre à des questions sur le mental du client par rapport à la digitalisation. Il peut répondre à des questions sur la volumétrie des flux d'achat, de vente, etc. Enfin bon, il y a des choses sur lesquelles il peut répondre. Et quand il ne peut pas répondre, le client pourra répondre dans la même base de données avec un système de formulaire. C'est-à-dire que le formulaire, depuis cette base de données, vous pourrez le déployer automatiquement sur les clients, sur tous vos clients et les clients pourront saisir les champs manquants dans cette base de données. Donc ça permet d'avoir cette triple collecte, l'intégration des data déjà existantes dans le cabinet, collecte complémentaire des collabs, et pour la partie manquante, et notamment si vous voulez aller vers un audit un peu plus musclé, hop, vous avez le troisième morceau, déployé via un formulaire. Donc vous pouvez envoyer un email à tous vos clients, donc par un système d'emailing. Il a un lien, il clique sur le lien, il rentre et il a les datas de sa fiche et il peut compléter les champs qui sont manquants. On a même été plus loin que ça. Et c'est là, alors ça c'est un outil no-code qui est assez connu, qui est le support de votre base de données. On a fait beaucoup mieux que ça. C'est que puisque ça fait quand même pratiquement 2 ans que je vous parle de robots d'appel client, on a fait en sorte que ces robots d'appel client, avec une voix naturelle, puissent appeler de la part du cabinet, c'est-à-dire ils vont dire, voilà, je suis, je sais pas, vous l'appelez ce que vous voulez, je suis Davy, le robot du cabinet, j'aide votre collaboratrice Isabelle sur votre dossier numéro autant.
dans le cabinet Z. Et donc, bon, le client se dit, OK, attends, il me donne toutes les informations, c'est pas un appel, un phishing ou un appel pirate ou des choses comme ça. Et le robot, donc, sachant que le robot, aujourd'hui, il y a pratiquement plus de latence, donc de temps de réaction entre les échanges, entre les questions et les réponses, c'est pratiquement fluide aujourd'hui. C'est une discussion totalement interactive. Alors moi, je reçois encore assez souvent, malheureusement, des appels complètement préenregistrés, complètement bidons, où en fait on a une sorte de robot enfin de robot, c'est même pas un robot, c'est une sorte de bande enregistrée qui déroule le même discours à tout le monde. C'est pas du tout interactif, c'est pas du tout intelligent, etc. Là, en l'occurrence, quand je vous dis discussion totalement interactive, ça veut dire que le robot appelle, il se présente de la part du cabinet et de son collaborateur responsable du dossier dans le cadre du cabinet Moulineau. Et donc, il lui dit, voilà, je vous appelle de la part donc d'Isabelle, votre collaboratrice. J'aurais besoin pour le déploiement de la facture électronique dans votre société, puisque vous êtes assujetti, j'aurais besoin de quelques informations. Et voilà, et moi, j'aide Isabelle à récupérer toutes ces informations-là sur ses clients. Donc, s'il vous plaît, merci de passer une minute avec nous. J'ai quelques questions à vous poser. Vous allez voir, ça va être très rapide. Donc, c'est totalement interactif. Le robot questionne le client sur tous les critères manquants. Il rapatrie les réponses du client directement dans la base. Alors ça, c'est là où c'est fort parce que non seulement le robot, bah, il pourrait être utilisé pour faire des dizaines d'autres choses, mais là, en l'occurrence, non seulement il va travailler sur ce sujet de la collecte de data client pour la facture électronique, bah, en plus, il va l'injecter automatiquement dans la base de données. Donc, si le client s'est pas servi du formulaire ou s'il n'a pas rempli toutes les données nécessaires, on peut renvoyer le robot par-dessus, automatiquement ou manuellement en cliquant sur le petit bouton. Vous voyez, il y a un bouton qui est entouré d'un petit carré jaune. Le collaborateur peut appuyer sur le bouton pour déclencher l'appel qui va appeler directement sur son portable le dirigeant, par exemple, de la société. Donc, le robot, il peut rapatrier les infos dans la base, d'accord? Mais il pourrait aussi communiquer des informations génériques sur l'ensemble de ce qui se passe dans le cabinet ou sensibiliser sur la facture électronique. Mais il pourrait aussi, parce qu'il a des informations, et là, c'est un agent IA, hein, le robot. L'agent IA, il pourrait avoir, parce qu'il a accès à une base de données spécifique qui a des informations sur le client, il pourrait également passer des communications au client qui seraient personnalisées, hein. Voilà, et ça peut être vraiment très intéressant pour effectivement nouer des choses quand même à forte valeur ajoutée ou déployer des demandes ou des missions ou des communications de toutes sortes. Le robot peut aussi prendre des rendez-vous, c'est-à-dire qu'il peut aller consulter une base de données ou l'agenda, par exemple, d'une personne, ça peut être le collaborateur, ça peut être l'expert comptable, offrir des alternatives au client qui va dire oui, je préfère lundi à 9h30, ok, je note monsieur le client ou madame la cliente, et le robot va saisir l'information dans l'agenda. Donc il peut faire des dizaines d'autres tâches, d'accord? Et donc, il va servir à tout le monde, puisque là, il va soulager énormément aux collaborateurs dont beaucoup n'aiment plus téléphoner, hein. Je l'ai déjà dit et répété, la jeune génération n'aime pas téléphoner, et donc ils envoient des emails, ils envoient ouais, des messages, des SMS, du WhatsApp, mais ils ne téléphonent pas. Et donc là, le robot, il va le faire à merveille. Il peut le faire de 8 heures du matin à 19 heures le soir, 5 jours de la semaine. Ça, c'est vous qui programmez le truc. Et donc, il peut passer des milliers d'appels par semaine. Et ça coûte une fraction de ce que coûterait une personne humaine qui ferait le même travail, qui est un travail pas très sympathique à faire, il faut le dire. Le robot, il va le faire pour 10 fois moins cher, quoi, facilement, si c'est pas 20 fois moins cher. D'accord? Donc ça, c'est un outil complémentaire qui est une sorte d'agent, en quelque sorte, qui est capable de, interactivement d'appeler le client. Il faut savoir que ce robot d'appel peut fonctionner aussi en réception d'appel. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitez remplacer, je sais pas, soit un système de standard téléphonique ou peut-être d'alléger votre staff d'administratif dans le cabinet, le robot va être capable, s'il a l'accès à des informations, à un CRM ou à des choses qui lui donnent des informations client par client,
Il peut être capable d'accueillir le client, il peut être capable de le rerouter sur des collaborateurs ou sur un cadre ou sur l'expert comptable, il peut être capable même carrément de donner des réponses, au moins un certain niveau de réponse directement au client, ou là aussi de prendre des rendez-vous, de réaliser une tâche, etc. Donc ça, il faut vraiment vous dire que ça va rentrer de plus en plus dans le cabinet. Et contrairement à souvent une croyance un peu simple, je dirais, qui dit, oh ouais, mais c'est pas bon, on va enlever l'humain et tout ça dans le cabinet, et surtout on n'aura plus de rapport, et donc on va perdre des informations et tout ça, mais c'est pas vrai, puisqu'en fait, c'est comme si vous disiez, ouais, mais on a mis des ordinateurs, donc on a perdu la relation, mais vous n'avez pas perdu la relation parce que vous travaillez avec un ordinateur. Au lieu de travailler sur du papier, vous êtes simplement un outil qui vous facilite la vie pour pouvoir être au service de vos clients sur d'autres choses. Le travail de collecte de data, le travail de téléphone, d'appro, etc., de data, franchement, il est à très faible valeur ajoutée. C'est pas là-dessus que les collaborateurs vont vous rapporter ni de l'information très pertinente, ni des missions de conseil en téléphonant aux clients pour compléter une base de données. C'est pas vrai. Ça n'a jamais existé, ça. Donc, libérer du temps à vos collaborateurs pour la migration du cabinet dans le futur vers des services, vers du conseil et tout ça, et tout le boulot ingrat, confiez-le à des robots. Alors, il y a aussi la famille des petits agents qui vont gérer des emails, gérer des tâches, gérer l'agenda des uns ou des autres, faire un suivi des notes de réunion, hein. Ça peut d'ailleurs créer des tâches avec une sorte un système de to-do list et savoir qui fait le truc, à quelle échéance et tout ça. Tout ça aussi, ça peut faire gagner un paquet de temps à tout le monde dans le cabinet. Et moi, à un moment donné, je vous conseille de commencer à y penser parce que c'est vraiment quelque chose qui va énormément. Et commencer par vous, la gestion des emails, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le redis. Et on fera des sessions là-dessus en particulier, parce que là, on commence à voir des cabinets dont les experts comptables ont commencé à se mettre dans le truc, notamment la gestion des emails. J'essaierai d'avoir un expert comptable lors de la prochaine réunion ou une vidéo enregistrée de sa prestation, de ce qu'il a vécu et tout ça. Et c'est très intéressant, il gagne du temps, ça reroute des flux rentrants d'emails, etc., vers d'autres personnes, ça répond plus ou moins automatiquement ou semi-automatiquement aux clients. C'est beaucoup de gains de temps. Et quand vous commencez à avoir un écosystème d'agents, on va dire, qui sont tous reliés les uns aux autres, ben là, tout à coup, ça prend une puissance énorme. C'est comme tout à l'heure, mon robot d'appel client qui est relié à la base de données, c'est autre chose. Aujourd'hui, vous allez trouver sur Internet, si vous cherchez un peu, des systèmes de plateformes qui vous disent, ouais, on gère vos emails, machin, votre organisation et tout ça. Ouais, mais le problème, c'est que souvent, c'est des outils un peu solitaires, ou alors c'est des outils qui n'ont pas fait l'effort d'analyser votre organisation interne. Nous, quand on met en place un système, notamment de gestion d'email, on fait un travail qui dure 2 ou 3 heures avec chaque expert comptable pour avoir compris parfaitement sa façon de fonctionner, sa façon de redéléguer l'information, de répondre aux clients, de gérer des tâches, d'effectuer des différentes actions. Et donc ça, vous êtes obligé de passer par une phase de compréhension de l'organisation pour l'implémenter dans l'agent en question. Si ça, c'est pas fait, votre agent de gestion de mail ou ce que vous voulez sera un gadget qui vous servira, oui, à mettre des labels, enfin des étiquettes de catégories, etc. Bon, ce sera toujours un peu mieux trié, ok. Mais si vous voulez faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de gain de temps par jour, il faut vraiment faire un travail beaucoup plus profond, hein. Et donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc entre la RPA qui permet de fabriquer des milliers d'heures de production et les agents IA qui vraiment peuvent aller au fin fond de notre organisation pour tout structurer, tout améliorer, c'est vraiment le jour et la nuit. Il faut savoir que de plus en plus, on entend parler de sociétés mono-personnelles, j'allais dire, enfin, c'est-à-dire c'est des entités avec une personne, et il y a des personnes qui commencent à faire des millions d'euros de chiffre d'affaires toutes seules dans leur organisation avec une automatisation de tout, du marketing, du commercial, de la gestion, de tout. Il y a même un concours, alors c'est aux États-Unis, et je crois que, je ne sais pas s'il n'y a pas une échéance en 2030, ou en tout cas une prévision en 2030. Je crois que c'est Sam Altman qui a dit ça. Il a dit à un moment donné,
il se peut très bien qu'une personne, bon, quand même supérieurement douée, avec des outils d'organisation, de l'IA, etc., soit capable de réaliser un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars, puisqu'il parlait hein, évidemment pour les Américains, avec tout un ensemble d'écosystèmes de robots, d'agents, etc. Et donc, c'est quand même ça qui est en train d'arriver. Je pense que l'efficacité, même l'efficience de ces outils-là, elle commence à arriver à un niveau de maturité, de fiabilité, qui permet de penser que ça va pouvoir le faire, quoi. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous y intéresser parce que si vous ne le faites pas, vous allez passer au travers et bah, ce sera les cabinets dits augmentés, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont vous passer largement devant. Donc, tout ça, ça va équiper notre kit que j'avais présenté avant l'été, hein. La prochaine fois, donc le 26 septembre, on saute, pardon, et on saute le vendredi prochain puisqu'on sera à Lyon. Mais venez nous voir, hein, si vous venez à Lyon, bien évidemment, on sera content de vous accueillir sur le stand R365, donc rentabilité, rapidité, 365 jours, même les années où il n'y en a que 364. On va inventer le cinquième, le 365e. Venez nous voir, mais on va mettre dans ce kit, il y avait déjà beaucoup de contenu qu'on va mettre à jour. Bientôt, il y aura, sachez qu'il y a un benchmark qui va être sorti par une société qui avait déjà fait un benchmark au mois de mai 2025 sur les 50 premières PDP candidates. Et là, ça va être sur les 101, grosso modo, à l'état où je vous parle, les 101 PA du moment, hein, un benchmark pour déjà savoir hein, les comparer. Après, évidemment, j'imagine que vous allez aller à Lyon, aller voir les éditeurs que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs pour faire un peu votre marché et le tour du sujet. Je vous dis, soyez pas trop auto-centré parce qu'il faut penser aussi à l'intérêt des clients dans l'histoire. Et donc, si c'est possible que tout converge, c'est mieux. Voilà, je crois que c'est ce qui est important, c'est quand même de faire un travail assez profond et assez professionnel pour montrer que vous êtes vraiment l'interlocuteur numéro un des entreprises. Mais là, il va falloir le justifier. Voilà. Avec ce kit, hein, je l'avais montré les dernières fois, il y a déjà aussi un GPT, comme on dit, donc un chatbot qui a été fabriqué dans ChatGPT, tout simplement, dans lequel, avec ce lien-là, vous aurez des questions, vous pouvez poser des questions, avoir des réponses. C'est juste. Moi, je l'alimente assez régulièrement. Là, il va falloir remettre un petit peu à jour parce qu'il y a eu quelques nouveautés, et notamment la liste des PA maintenant. Mais sachez que ça sera alimenté, il y aura le benchmark dedans. Et puis si on peut mettre progressivement plus d'informations venues des éditeurs que j'ai interrogés et qu'on puisse vous aider à travailler là-dessus, ce lien-là, il pourrait être distribué non seulement à vos collaborateurs, mais également à vos clients. Hein, puisque les clients trouveront des tas de réponses aussi là-dedans. Et c'est fiable, hein, on a mis vraiment que des documents qui viennent de toutes les autorités, on va dire, de la facture électronique, y compris de l'ordre, évidemment, de gens comme Je Facture. Voilà, donc on a vraiment un référentiel qui est sérieux, solide. Donc n'ayez pas peur, d'ailleurs, testez-le, hein, et puis vous verrez bien si ça semble correct. Je vous dis, il se peut qu'il y ait des petites datas très récentes qui soient pas forcément toutes dedans, mais globalement, ça devrait être plutôt assez juste. Voilà. Je vais vous laisser, il est 13h50. J'avais une vidéo que j'aurais pu vous montrer de l'ami Arthur Valère qui a expliqué un petit peu son concept de PDP et d'OD, enfin bon, encore une fois avec les nouveaux termes PA notamment. Mais là, on n'aura pas trop le temps de la passer. Hein, mais sachez que voilà, je vais essayer de vous montrer d'ici quelques